Regardez vos mains, regardez vos jambes, sentez les battements de votre cœur dans votre poitrine, tout cela vous semble normal, tout cela vous semble acquis, n'est-ce pas? Vous vous levez le matin, vous vous lavez, vous vous habillez et jamais, absolument jamais, vous ne vous posez la question de savoir si une partie de votre corps, une partie essentielle de votre identité, pourrait disparaître en une fraction de seconde, simplement parce que vous avez été poli, simplement parce que vous avez eu le malheur d'être un homme bon au mauvais endroit. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui va vous mettre mal à l'aise. Elle va peut-être vous faire rire nerveusement au début, car le sujet prête à sourire chez les ignorants, mais je vous assure que l'homme qui est assis en face de moi dans ce studio sombre ne rit pas. Cet homme, que nous appellerons Jean-Paul, pleure. Il pleure des larmes lourdes, des larmes d'un homme de 45 ans qui a perdu sa virilité, sa dignité et peut-être bientôt sa vie. Non pas à cause d'un cancer, non pas à cause d'un accident de voiture, mais à cause d'une poignée de main. Jean-Paul m'a dit « Storydrum, je suis un mort-vivant, je suis un homme lisse, je suis devenu une poupée de plastique et si je ne trouve pas de solution avant la fin du mois, je vais me jeter du pont de Gaulle parce que je ne peux plus affronter le regard de ma femme. » Ce que vous allez entendre dépasse l'entendement. C'est une plongée dans la sorcellerie urbaine la plus terrifiante, celle qui frappe en plein jour, au milieu de la foule. Installez-vous, éloignez les enfants et écoutez le calvaire d'un homme qui a tout perdu en voulant aider son prochain. Pour comprendre l'horreur de la situation, il faut que je vous décrive qui est Jean-Paul. Ce n'est pas un villageois superstitieux qui voit des génies derrière chaque arbre. Non, Jean-Paul est un cadre bancaire, un homme rationnel, cartésien, qui porte des costumes cravates sous la chaleur d'Abidjan, qui vérifie des tableaux Excel toute la journée et qui conduit une berline climatisée. C'est un père de famille, marié depuis 15 ans à une femme magnifique, Mireille, avec qui il a 3 enfants. C'est un homme qui croyait que la sorcellerie, c'était pour les films nigérians ou les contes de grand-mère. C'était un homme généreux, le genre d'homme qui s'arrête pour laisser passer les piétons, qui donne la pièce aux mendiants sans réfléchir. C'est justement cette bonté qui a causé sa perte. Tout a commencé il y a exactement 3 semaines. Un mardi ordinaire, un de ces mardis où le soleil tape si fort sur le bitume que l'air semble vibrer au-dessus de la route. Jean-Paul sortait de sa banque au plateau pour aller déjeuner. Il a décidé de marcher un peu pour se dégourdir les jambes avant d'aller dans son petit restaurant habituel. La rue était bondée. Le bruit des klaxons était assourdissant. Les vendeurs ambulants criaient. L'odeur des gaz d'échappement se mélangeait à celle des arachides grillés. C'était la vie. C'était le bruit rassurant de la ville. Alors qu'il attendait à un feu rouge piéton, il a senti une présence à côté de lui. Pas une présence menaçante, non, juste quelqu'un qui se tenait un peu trop près. Il s'est tourné et il a vu un homme d'un certain âge, peut-être 60 ans, habillé modestement mais proprement, avec un boubou bleu délavé et des sandales en cuir usé. L'homme avait l'air perdu, il tenait un vieux morceau de papier chiffonné entre ses doigts tremblants. Il transpirait abondamment, des grosses gouttes de sueur coulaient de son front ridé. Quand leurs regards se sont croisés, le vieux a souri, un sourire timide, presque enfantin, un sourire désarmant. Il a tendu le papier vers Jean-Paul et a dit d'une voix faible, presque inaudible à cause du bruit de la circulation. « Mon fils, s'il te plaît, aide-moi, je cherche la pharmacie de garde. Je n'arrive pas à lire le nom de la rue. Mes yeux sont fatigués. » Jean-Paul, fidèle à sa nature serviable, n'a pas hésité une seconde. Il a souri en retour, il a dit « Donnez-moi ça, papa, je vais vous aider. » Il a tendu la main pour prendre le papier. Et c'est là, à cet instant précis, au moment exact où ses doigts ont effleuré la main du vieillard pour saisir le papier, que tout a basculé. Ce n'était pas une décharge électrique, non. Jean-Paul insiste sur ce point. C'était autre chose. Il décrit une sensation de froid intense, un froid polaire, liquide, qui est parti du bout de ses doigts, a remonté le long de son bras, a traversé son épaule
et a plongé droit vers son bas-ventre comme une pierre qu'on jette dans un puits. C'était une sensation de succion, comme si quelque chose en lui, une énergie vitale, était aspirée vers le bas. Il a eu un vertige, sa vision s'est troublée pendant une fraction de seconde, les bruits de la rue se sont étouffés comme s'il avait la tête sous l'eau. Il a lâché le papier. Le vieillard l'a regardé, et là, le visage du vieux a changé. Ce n'était plus le visage d'un grand-père perdu. Ses yeux, Jean-Paul me dit qu'il n'oubliera jamais ses yeux. Ils étaient devenus noirs, profonds, sans fond, et une lueur de malice pure, une lueur de satisfaction perverse, y brillait. Le vieux n'a pas ramassé le papier. Il a juste murmuré 3 mots. 3 mots que Jean-Paul entend encore dans ses cauchemars. C'est déjà pris. Puis, avec une agilité surprenante pour son âge, le vieillard a fait demi-tour et s'est fondu dans la foule compacte du marché, disparaissant instantanément comme une goutte d'eau dans la mer. Jean-Paul est resté là, figé sur le trottoir, le cœur battant à tout rompre. Il se sentait bizarre. Il se sentait léger en bas, trop léger. Une panique irrationnelle, animale, a commencé à monter en lui. Il a essayé de se raisonner. C'est la chaleur, s'est-il dit. C'est une chute de tension. Je n'ai pas assez mangé ce matin. Il a tenté de reprendre sa marche vers le restaurant, mais chaque pas était une épreuve. Il avait l'impression que son pantalon était vide. C'est une sensation difficile à décrire pour un homme. Cette conscience permanente de son anatomie, ce poids familier qui, soudain, n'est plus là. Incapable de supporter le doute, il a fait demi-tour et a couru vers sa banque. Il ne voulait pas aller au restaurant, il voulait aller aux toilettes. Il a traversé le hall climatisé en sueur, il a ignoré le salut du vigile, il s'est précipité vers les toilettes du personnel, il est entré dans une cabine, il a verrouillé la porte avec des mains tremblantes. Son souffle était court, saccadé. Il a posé sa mallette par terre, il a défait sa ceinture, il a baissé son pantalon. Et là, dans le silence aseptisé de ces toilettes carrelées de blanc, Jean-Paul a poussé un hurlement, un cri d'horreur pur qui est resté bloqué dans sa gorge. Ce qu'il a vu, ou plutôt ce qu'il n'a pas vu, défiait toutes les lois de la biologie, là où aurait dû se trouver sa virilité, là où aurait dû se trouver l'organe qui faisait de lui un homme, un père, un mari. Il n'y avait rien, ou presque rien, une minuscule excroissance, pas plus grosse qu'un bouton, une peau lisse, rétractée vers l'intérieur comme celle d'un nouveau-né, ou pire, comme si son corps avait absorbé son sexe. Ses testicules avaient disparu, remontés quelque part dans son abdomen. C'était comme s'il avait été effacé. Il a touché, incrédule, espérant que c'était une hallucination visuelle. Mais ses doigts ont confirmé l'horreur. Il n'y avait que de la peau. Le froid qu'il avait ressenti dans la rue s'était installé là, définitivement. Jean-Paul s'est effondré sur la cuvette des toilettes, pantalon aux chevilles, la tête entre les mains. Il a pensé « Je suis fou, je suis en train de devenir fou. C'est un cauchemar, je vais me réveiller. » Il s'est pincé le bras jusqu'au sang. Il ne s'est pas réveillé. Il est resté enfermé là pendant 2 heures. Il a prétexté une intoxication alimentaire auprès de sa secrétaire pour rentrer chez lui plus tôt. Le trajet en voiture fut un calvaire. Il conduisait mécaniquement, les larmes coulant sur ses joues, regardant les hommes marcher dans la rue en se demandant « Est-ce qu'ils savent la chance qu'ils ont d'être entiers ?» Quand il est arrivé chez lui, sa femme Mireille n'était pas encore rentrée. Il a couru sous la douche. Il a essayé l'eau chaude, espérant que la chaleur ferait redescendre ses organes, espérant que c'était juste une réaction au froid mystique. Il est resté sous le jet brûlant jusqu'à ce que sa peau devienne rouge écarlate. Rien, absolument rien ne bougeait. Le vide, le néant. C'est à ce moment-là que la réalité l'a frappé de plein fouet. Comment allait-il expliquer ça à Mireille ? Comment allait-il vivre ? Le soir même, il a prétendu être malade, une grosse fièvre, pour dormir dans la chambre d'amis. Il ne pouvait pas supporter l'idée que sa femme le touche, qu'elle se blottisse contre lui et sente l'absence. Le lendemain, il a fait ce que tout homme rationnel ferait.
Il est allé voir un médecin, pas n'importe lequel, le meilleur urologue de la clinique la plus chère de la ville. Il pensait trouver une explication scientifique, une hernie étrange, une rétraction musculaire rare. Il est entré dans le cabinet, il a expliqué son problème en bégayant, rouge de honte. Le médecin, un homme sérieux à lunettes, l'a écouté avec un scepticisme évident. « Allongez-vous, on va regarder ça », a-t-il dit. L'examen fut l'humiliation suprême. Jean-Paul, allongé sur cette table froide, exposé, vulnérable, attendant le verdict. Le médecin a froncé les sourcils. Il a palpé l'abdomen. Il a fait une échographie. Puis il s'est assis, l'air perplexe. « Monsieur », a-t-il dit en nettoyant ses lunettes, « physiologiquement, vos organes sont là, mais ils sont rétractés à un niveau que je n'ai jamais vu. C'est comme s'ils s'étaient cachés à l'intérieur de votre bassin. C'est souvent dû à un stress intense, un choc traumatique ou une peur panique. On appelle ça le syndrome du Corot, c'est psychosomatique. C'est dans votre tête, monsieur. Prenez ces anxiolytiques, reposez-vous, et tout reviendra à la normale. C'est dans ma tête. Voilà ce que la science lui a dit. Mais Jean-Paul savait que ce n'était pas dans sa tête. Il savait que c'était dans la main de ce vieillard au boubou bleu. Il a pris les médicaments pendant 3 jours. 3 jours où il vivait comme un fantôme dans sa propre maison, évitant le regard de ses enfants, fuyant sa femme. Les médicaments l'ont assommé, mais ils n'ont rien fait redescendre. Au contraire, la douleur physique a commencé, une douleur sourde, lancinante dans le bas-ventre, comme si ses organes, prisonniers à l'intérieur de son corps, étaient en train de pourrir ou d'être digérés par sa propre chair. Au 4e jour, désespéré, il a basculé. Il a abandonné sa raison. Il a jeté ses diplômes et sa logique par la fenêtre. Il a appelé un oncle au village. Un oncle qu'il méprisait autrefois pour ses croyances arriérées. Il lui a tout raconté au téléphone en pleurant. L'oncle n'a pas ri, il n'a pas été surpris. Il a dit d'une voix grave « Ah mon fils, on t'a volé. C'est un vol à l'arraché spirituel. Si tu ne fais rien, dans 7 jours, tu deviendras une femme, et au 8e jour, tu mourras, car ton corps ne pourra pas supporter la transformation. » L'oncle lui a donné l'adresse d'un guérisseur, un marabout puissant qui vivait dans un quartier précaire, loin des villas climatisées de Jean-Paul. Jean-Paul y est allé le soir même, cachant sa voiture de luxe 2 rues plus loin, mettant une casquette pour ne pas être reconnu. L'endroit sentait le charbon de bois et l'encens fort. Le guérisseur, un homme jeune aux yeux rouges, l'a reçu dans une pièce sombre. Il a regardé Jean-Paul et avant même qu'il ne parle, il a dit « Tu as serré la main de qui ?» Jean-Paul a raconté l'histoire du vieillard. Le guérisseur a secoué la tête. « C'est un voleur d'énergie. Il utilise ta virilité pour rajeunir ou pour la vendre à des gens qui veulent du pouvoir. Ce qu'il t'a pris est puissant, car tu es un homme sain. » Le guérisseur lui a demandé des sommes folles, 2 millions de francs CFA pour commencer le travail. Jean-Paul a payé. Il aurait payé 10 fois plus. Il a bu des potions au goût de terre et de bile. Il s'est lavé avec des eaux noires qui puaient l'œuf pourri. Il a récité des incantations. Il a fait ça pendant 1 semaine. Résultat ? Rien. Absolument rien. Si, quelque chose a changé. Sa femme a commencé à se douter de quelque chose. Mireille n'est pas stupide. Elle voyait bien que son mari ne la touchait plus, qu'il s'enfermait dans la salle de bain, qu'il sentait des odeurs bizarres de plantes, qu'il dépensait de l'argent sans explication. Un soir, la confrontation inévitable a eu lieu. C'était il y a 3 jours. Elle est entrée dans la chambre d'amis où il se cachait. Elle pleurait. « Jean-Paul, tu as une maîtresse ? Tu as attrapé une maladie ? Pourquoi tu me fuis ? Si tu as le sida, dis-le-moi. On se soignera, mais ne me laisse pas dans le silence. » Jean-Paul l'a regardée, cette femme qu'il aime plus que tout. Il a voulu tout lui dire. « Chérie, un sorcier a volé mon sexe dans la rue. » Mais les mots ne sortaient pas. C'était trop absurde, trop honteux. Comment un homme peut-il dire ça sans perdre tout respect ? Alors il a menti. Il a dit qu'il était en dépression, qu'il avait des problèmes à la banque. Elle ne l'a pas cru.
Elle est sortie en claquant la porte. Depuis, elle dort avec les enfants. Il l'entend pleurer la nuit à travers le mur et chaque sanglot de sa femme est un coup de poignard dans ce qui lui reste de cœur. Hier, Jean-Paul a tenté le tout pour le tout. Il est retourné sur les lieux du crime. Il est retourné à ce carrefour au plateau. Il a marché toute la journée, sous le soleil, cherchant le vieillard au boubou bleu. Il scrutait chaque visage, chaque mendiant. Il ressemblait à un fou en costume, trempé de sueur, agrippant les passants. Vous n'avez pas vu un vieux en bleu ? Les gens s'écartaient tous de lui, effrayés. À un moment, il a cru le voir. Il a couru, il a traversé la route sans regarder, manquant de se faire écraser par un bus. Il a attrapé l'homme par l'épaule, prêt à le frapper, prêt à le tuer pour récupérer ce qui lui appartenait. L'homme s'est retourné. Ce n'était pas lui. C'était un simple grand-père qui a crié de peur. La foule a commencé à s'amasser. « C'est un voleur ! Il agresse le vieux !» ont crié des gens. Jean-Paul a dû fuir, courir vers sa voiture et s'enfermer à double tour pendant que des jeunes tapaient sur ses vitres. Il a failli se faire lyncher. Lui, le banquier respectable, lynché comme un bandit alors qu'il est la victime. Aujourd'hui, Jean-Paul est assis devant moi. Il a les yeux cernés de noir, les mains qui tremblent. Il a perdu 10 kilos en 3 semaines. Il m'a montré. Je ne voulais pas voir, mais il a insisté. Il a dit « Story Drum, regarde, il faut que tu vois pour dire au monde que c'est vrai. » Et j'ai vu l'impossible. J'ai vu un corps d'homme adulte, fort, poilu, avec rien. Juste une peau lisse, cicatrisée comme si ça n'avait jamais existé, avec juste ce petit bourgeon de chair ridicule. C'est l'image la plus effrayante que j'ai vue de ma vie, parce qu'elle défie la réalité. Il m'a dit qu'il entend des voix maintenant. La nuit, quand il essaie de dormir, il entend la voix du vieillard qui rit. Il sent des douleurs fantômes, comme si on lui plantait des aiguilles dans ses parties intimes qui ne sont plus là. Il pense au suicide. Il a préparé une lettre pour sa femme. Il a écrit « Pardonne-moi, je n'étais plus l'homme qu'il te fallait. » Mais il ne veut pas mourir. Il veut juste redevenir entier. Il veut juste pouvoir serrer sa femme dans ses bras et se sentir homme. Il regrette d'avoir été gentil. Il regrette d'avoir aidé. Il m'a dit « Si j'avais su, j'aurais craché sur ce vieux. J'aurais dû être méchant. » Est-ce que c'est ça la leçon ? Est-ce qu'en Afrique, il faut être méchant pour survivre ? C'est une question terrible. Et c'est pour ça que nous diffusons ce message aujourd'hui. Jean-Paul est à bout. Il a épuisé la science. Il a épuisé la médecine traditionnelle. Il a épuisé la prière. Il ne lui reste que vous, la communauté. Il est persuadé que quelqu'un, quelque part, connaît ce vieillard ou connaît ce sortilège. Il paraît que cela arrive souvent au marché de Hadjamé ou à Douala ou à Kinshasa. Je me tourne vers vous avec une gravité absolue. Ce n'est pas une blague, c'est la vie d'un père de famille qui est en jeu. Avez-vous déjà entendu parler d'un remède efficace contre le vol de sexe ? Connaissez-vous un homme de Dieu, un vrai, ou un maître spirituel capable d'inverser ce processus de rétraction avant qu'il ne soit trop tard ? Ou bien avez-vous déjà vu ce vieillard au boubou bleu qui rôde autour des banques au plateau, cherchant des hommes seuls et généreux ? Jean-Paul lit les commentaires Nippromfin dans ce moment même. Chaque notification est un espoir pour lui. Ne vous moquez pas. Imaginez juste une seconde que demain matin cela vous arrive, que vous serrez la main d'un inconnu et que vous rentrez chez vous. Diminuez. Si vous avez une piste, aussi minime soit-elle, écrivez-la. Si vous connaissez une prière de délivrance spécifique, partagez-la. Et surtout, partagez cette vidéo. Partagez-la dans vos groupes WhatsApp, sur Facebook. Peut-être que le vieillard verra cette vidéo. Jean-Paul a un message pour lui. Garde mon énergie, garde ma chance, prends tout mon argent si tu veux. Je te donne mes comptes en banque, mais rends-moi mon corps, rends-moi ma vie. C'était Story Drum. On dit que la main qui donne est celle qui reçoit, mais parfois la main qui donne est celle qui se fait couper. Faites attention à qui vous touchez.
Faites attention à votre gentillesse. On se retrouve très vite, si Dieu le veut, pour une nouvelle histoire, ou pour la fin de celle-ci.